Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois émissions et en direct sur Facebook. Actualité, déconstruction, information sur la Martinique. Et puis, en deuxième temps, nous avons une partie interactive. Vous participez en téléphonant au 03 14 03. Dans quelques secondes, nous commençons les informations. Alors voilà, en termes d'actualité, nous avons retenu des commentaires sur les nouveaux incidents de violence que nous avons connus pendant cette semaine en Martinique. Concernant l'actualité internationale, nous allons parler de la Coupe du Monde de football au Qatar. Et en déconstruction, nous allons nous intéresser sur le rôle des sanctions et des boycotts dans la politique internationale. Donc, tout de suite, nous commençons avec les faits de violence dans notre pays. Hier encore, on a entendu la mort d'une jeune femme d'une trentaine d'années, blessée dans le cadre d'une fête plus ou moins illégale. Et évidemment, cela émeut toute l'opinion publique, puisque les médias insistent sur le fait que depuis le début de l'année, nous en sommes à la 27e victime, sinon la 28e, et insistant sur la dégradation de la situation. Donc, il y a une forte émotion au sein de la population concernant ces actes de violence. Et précisément, notre premier commentaire sera de dire que si nous restons dans le domaine de l'émotion, de la réaction à la gravité des faits apportés dans l'actualité, eh bien, la situation ne risque pas de s'améliorer, de changer. Il faut comprendre que cette violence-là a des causes et que si nous ne prenons pas des dispositions globales pour lutter contre son développement, rien ne va changer. Nous devons pouvoir agir sur la base de données claires, de données réfléchies. Donc, d'abord, je veux dire que quand ça concerne notre commune, notre quartier, notre pays, on est particulièrement choqué. Mais le développement de ce type de violence est planétaire. Dans tous les pays, les choses deviennent invivables. Mais on s'arrête, comme si c'était un cas extraordinaire, sur, par exemple, des tués dans une bagarre entre gangs, dans une soirée. On s'arrête sur ça. Mais comprenons qu'il n'y a aucune sorte de différence entre la violence qui anime les personnes qui commettent ces actes-là, entre gangs, entre réseaux de drogue. Il n'y a aucune différence de fond avec les violences qui amènent au féminicide, qui est le fait qu'il y ait une femme plutôt tous les 2 jours qui soit assassinée sous le coup de violence conjugale au niveau global français, mais les gens qui font ces actes, ces hommes-là qui font ces actes, qui sont des actes de barbares, sont animés par les mêmes motivations que ceux qui se bagarrent dans une boîte de nuit. Mais allons plus loin. Regardez dans les moteurs de recherche le nombre de crimes, de drames qui se déroulent au sein des familles. Hier encore, un homme tue ses 2 filles parce qu'il se divorce, il divorce et il ne veut pas que son ex-épouse voie les 2 filles. Mais c'est partout. Les enfants dans les écoles, les gens à la route, sur la route, qui descendent de leur véhicule parce qu'un autre a dépassé. Mais au-delà de ces comportements individuels qui a émaillé l'actualité, ce qu'on classe dans fait divers, on voit bien qu'ils sont divers, mais ils sont
systématique, il faut voir le développement du terrorisme. Nous avons déjà expliqué qu'il y a des têtes, des gourous, des chefs des organisations terroristes qui sont criminels et qui utilisent les actes de sabotage pour mener à bien leur stratégie. Mais les centaines, sinon les milliers de gens qui sont conditionnés, endoctrinés, qui mettent des ceintures d'explosifs autour de leur taille pour aller se faire exploser dans un marché. Tous ces terroristes-là, ils ont les mêmes ressorts psychologiques que ces personnes qui se tuent dans une soirée. Et il faut comprendre que ce phénomène de violence-là a des causes. Il ne s'agit pas de dire « ah, c'est pas grave, il ne faut pas punir les coupables, etc. » Il s'agit de dire que ces gens-là sont dans un monde déréglé par les conditions sociales. Je me permets de rappeler, peut-être que José Lucré entend l'émission, qu'il y avait une réunion au bout de trois îlets où il faisait une intervention sur la drogue. Et il avait expliqué il y a 30 ans, ce qui se passe aujourd'hui en Jamaïque va se passer en Martinique obligatoirement parce que les conditions sont en train de se réunir. Parce qu'il avait une vision scientifique des causes du dérèglement social et des violences. Et ça, il nous faut les avoir aussi pour avoir des réactions qui soient valables. Donc, comprendre ce qu'il y a aux racines de ces violences individuelles ou collectives. Au départ, tous les êtres humains qui sortent du ventre de leur mère, eh bien, ils ne sont pas prédestinés à devenir brigands, voleurs, assassins, etc. Il y a des prédispositions physiologiques. Ça veut dire que si certaines hormones sont développées en trop grande quantité, ça augmente l'agressivité. Mais il faut comprendre que tous les êtres humains, sans exception, ont besoin des hormones d'agressivité pour se défendre contre les agressions. C'est quand il y a des règlements physiologiques que certains sont prédisposés. Mais ces personnes-là qui sont prédisposées, si elles sont identifiées et socialisées, traitées correctement, elles peuvent arriver à diminuer. Alors évidemment, ça ne va jamais disparaître totalement de la surface de la Terre, mais ce sera un phénomène qui pourra être contenu. Cet aspect physiologique-là, il est important, ce n'est pas celui qui est déterminant. Celui qui est déterminant, c'est l'environnement. Parce que, comme nous disions, tous les enfants qui naissent, s'ils sont dans un milieu où ils reçoivent une éducation, où ils reçoivent de l'affection, où ils ont des rapports sociaux qui sont cadrés, eh bien, ils auront moins tendance à sombrer dans des genres de violence comme celle dont nous parlons. Il y en aura quelques-uns, une minorité, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à l'environnement familial, qui sont liées à l'environnement social, culturel. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays où, à l'école, dès le plus jeune âge, on vous apprend des valeurs de respect, d'humanité, des comportements sociaux guidés par l'intérêt collectif, ce phénomène-là va diminuer dans le pays. Nous avons cité l'exemple de Cuba, où certaines formes de violence existent, mais elles sont minoritaires par rapport aux relations sociales. Donc, si on a des gens qui vivent dans des tribus amérindiennes ou ailleurs, où la société est bien codifiée, il y a moins de violence intracommunautaire, sauf que l'extérieur vient perturber l'équilibre de la communauté, emmener de l'alcool, les chasser, voler leurs terres, empêcher qu'ils aient accès à la nourriture. Donc l'environnement social détermine l'importance du développement des violences. Et précisément, à l'heure actuelle où
les gens ont de moins en moins d'accès à l'éducation, à une culture humaine, à des conditions de vie dignes, à des explications politiques et idéologiques, ce qui se faisait jusqu'à qu'au moment où on dise que les idéologies ont disparu. Eh bien, les conditions pour surmonter ces difficultés-là sont plus intéressantes qu'aujourd'hui où vous n'ouvrez pas votre chaîne de télévision si les séries ne parlent pas d'un crime, d'un psychopathe, si vous ne voyez pas des appels à la compétition, vous ne pouvez pas changer cette réalité sans que nous n'aurons pas compris que la principale cause de dérèglement psychique de la société aujourd'hui, c'est que depuis les 3 ans, les enfants ont des jeux vidéo où ils voient des guerres, des affrontements avec des armes violentes et où on leur enlève l'idée même de la mort. Parce que l'adversaire, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, ne meurt jamais. On le tue, on le détruit au laser, mais il se reconstitue et il a. Et en même temps, on prend sa force quand on l'a tué. Donc, on apprend que tuer donne de la force à celui qui est là. Depuis 3 ans, l'essentiel des jeux vidéo conditionne les gens comme ça. Donc, cet environnement culturel et destructeur d'humanité favorise le développement des violences comme ça. Que par ailleurs, on a détruit l'organisation politique, les organisations populaires qui faisaient qu'on disait, ouais, bon, c'est le capitalisme qui est assassin, il nous faut unité, pueblo unido, comme la vencido. Quand on a détruit ça, le résultat, c'est que l'individu se replie dans sa coquille et la coquille explose dans les actes violents. Donc, ce n'est pas pour banaliser les criminels, dire qu'il ne faut pas les punir, c'est pour dire que si on veut que cela change, que nous soyons à l'abri, que nous partons, il y a une jeune fille qui disait à la télé, ça me fait peur, je ne peux pas sortir encore, eh bien, il faut que nous agissions sur la société globalement. C'est donc le résultat d'une organisation sociale et perverse, défaillante en matière d'éducation, mais surtout des politiques étatiques. Parce que tous ces phénomènes-là, par exemple, existaient en France. Mais quand il y avait des gouvernements qui favorisaient le développement des associations d'insertion, de la police de proximité, on luttait tant bien que mal contre ces choses-là. Mais depuis Sarkozy qui a supprimé la police de proximité, depuis tous ses successeurs et Macron tout particulièrement, on prive les collectivités, les mairies, la CTM et tout ça de finances. Donc on réduit leurs possibilités de faire des actions d'insertion, des actions de remédiation, de développer des infrastructures sportives. Hein? On prive l'école des moyens d'avoir suffisamment d'enseignants, d'éducateurs. Donc, on atrophie les programmes scolaires, on enlève des programmes scolaires tout ce qui peut conscientiser. Donc, ces politiques étatiques-là aggravent le fait. C'est cette conscience-là qu'on le fasse est absolument indispensable pour qu'on puisse agir vraiment sur cette affaire. Et surtout, il nous faut combattre les fausses solutions hypocrites et scélérates prises par le gouvernement français qui vont augmenter cette affaire-là. On annonce la venue de préfet spécial et sécurité, nous en avons déjà parlé dimanche. On annonce l'arrivée d'escadrons en faisant quoi que ces gens-là viennent pour régler les problèmes de sécurité. Bien sûr, on va faire une petite opération dans une cité, prendre 2 ou 3 délinquants et puis parler de cela beaucoup. Mais c'est à côté, c'est rien dans l'action de ces gens-là. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour mater le peuple martiniquais qui est en train de prendre conscience et de s'organiser
pour pouvoir s'émanciper. C'est pour ça qu'ils viennent. Ils n'ont pas digéré 2009. Ils n'ont pas digéré le renversement des statuts. Ils n'ont pas digéré les boycotts des centres commerciaux. Et ils n'ont pas digéré les barrages qui gagnent au moment dernier. Donc, ils viennent dire, bon, nous allons écraser ça en augmentant la répression policière, en relançant les procès et scélérats qu'ils ont entrepris contre les militants. Et il faut qu'il y ait des gens pour organiser ça. Ce n'est pas depuis le début de l'année où on a eu 28 morts que les escadrons viennent. Hein. Il y a régulièrement depuis des années des escadrons de garde mobile qui arrivent par avion, qui sont payés grassement, qui ont des primes, qui sont logés à l'hôtel sur l'argent des contribuables et qui repartent après avoir passé leur séjour sous les tropiques, entre parenthèses, pendant les week-ends, ils vont certainement à la plage. Ça fait des années que ça roule. Et là, ils envoient un escadron pour être basé là, pour organiser la répression. C'est pour cela que c'est une faute politique grave que certains élus commettent en se félicitant du fait que la poste a envoyé des forces de l'ordre. Ils savent que ce n'est pas la priorité du gouvernement français et que s'il y a des grèves, que s'il y a des mouvements populaires, ces gens-là seront face aux travailleurs. C'est une faute politique grave de ne pas dénoncer ça, puisqu'on a déjà dit que des centaines de policiers, de policières martiniquaises demandent le rapatriement au pays pour pouvoir assurer la sécurité dans d'autres conditions. Donc, c'est une faute politique grave qu'il faut dénoncer parce que ça conforte le colonialisme français dans ses intérêts. Il faut nous comprendre, il nous faut alors comprendre la nécessité que nous prenions les choses en main, comme dans tous les domaines. La lutte contre les pesticides, dans tous les domaines, il nous faut prendre les choses en main. Ça veut dire quoi? Les familles, c'est le premier noyau où on peut contenir les dérives qui frappent nos jeunes et nos propres dérives aussi, en changeant nos relations, en retissant les tissus. Aujourd'hui, on n'emmène plus les enfants voir les grands-mamans, les grands-papas. Aujourd'hui, on n'emmène plus les enfants dans les réunions familiales. Ou si on les emmène, ils sont dans un coin avec leur smartphone en train de regarder. Il faut qu'on dise, bon, c'est pour ça qu'il faut saluer le travail des écoles de parentalité. Il faut que les familles disent, bon, on se réunit, il faut qu'on ait ça. Famille dans le domicile, mais famille élargie avec les tontons. Il faut prendre des dispositions pour ça. Mais comme on n'y arrive pas tout seul et que ce qu'on fait est combattu par les influences extérieures, il faut s'appuyer aussi sur le tissu associatif. Il faut que les associations s'organisent pour multiplier les conférences d'explication sur les questions de violence, sur les questions d'éducation, sur les questions d'histoire de la Martinique, d'environnement, pour donner un bagage intellectuel que l'État français occulte au combat, de façon à ce que, quand je dis combat, je pense à l'école en Guadeloupe qu'ils ont voulu fermer pour interdire la transmission des connaissances sur l'Afrique. Donc, il faut que les associations s'engagent et prennent la main pour faire cette vulgarisation des connaissances et développer les activités, même sans subvention étatique ou municipale, pour ressouder le tissu social. Alors, je pense précisément, je pense précisément à la LCLR de l'Estrade. C'est de ce quartier-là qu'est originaire la jeune femme qui a été tuée. Cette organisation fait un travail extraordinaire d'intergénération, dont des proches de cette personne-là. Un travail extraordinaire, enseignement du Belay, de la haute taille, bref, tout ce qu'il faut pour, mais elle n'est pas soutenue suffisamment. Au contraire, ces dirigeants étaient inquiétés il y a quelques années parce qu'ils n'avaient pas donné dans le compte rendu comptable des reçus correspondant à des boissons qu'ils avaient achetées, que le président avait achetées pour donner à des jeunes après un match. Ça veut dire qu'il faut que les associations
s'engage, se protège et s'engage aussi dans la lutte pour obtenir les moyens financiers et logistiques des collectivités, parce que ce n'est pas cadeau au café, c'est l'argent inconnu. Donc il faut ce combat-là. Mais on a dit que les familles ne suffisent pas, les associations non plus ne suffisent pas. Il faut qu'on s'appuie sur le travail politique de toutes les organisations qui développent des actions pour la souveraineté, pour exiger que les programmes scolaires soient correspondent, pas adaptés, qu'ils correspondent à notre réalité. Il faut qu'ils s'engagent, que les associations, les familles s'engagent aux côtés des militants, des organisations politiques et syndicales pour exiger un contenu humain dans les médias, pour qu'on ne soit pas victime de cette éducation à la bestialité sexuelle et à la violence, et pour donner des valeurs humaines. Il faut également que les pressions soient faites sur les associations, pardon, sur les collectivités. Hein? Quand je dis pression, ce n'est pas forcément contradiction. S'il y a des gens qui s'opposent, etc., il faut avoir des contestations radicales, disons, conséquentes. Mais des pressions en portant des éléments. Nous étions dans une réunion là, sur Vertière, la proposition a été faite que les élus, les conseils municipaux s'engagent pour faire connaître la situation des migrants caribéens. Il y a eu une intervention d'une conseillère municipale de Chercheur très claire en ce sens-là, pour faire connaître les abus, faire connaître les conditions dans lesquelles ces gens-là arrivent, les traitements qu'ils reçoivent, lutter contre les propagandes racistes et xénophobes injustes qui leur sont faites, etc., etc. Donc, il faut faire pression aussi sur les collectivités. Et pour finir sur ce point-là, il faut s'organiser. Nous soutenons pleinement l'initiative prise par un certain nombre de personnes d'organisations, d'associations individuelles qui disent qu'il faut que nous ayons notre administration parallèle. Ça veut dire que nous aidions les gens à travailler ensemble, que nous conseillons les démarches et que nous suscitions une organisation qui nous donne la force de résister aux politiques coloniales qui détruisent notre société. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant la question de la violence qui fait rage dans notre pays. La violence, ce n'est pas seulement les coups, c'est les licenciements abusifs, c'est les vols qui sont faits sur les clients des agences de téléphonie, c'est les vols qui sont faits par les biais des vendeurs de pièces détachées qui font que les gens ne peuvent pas manger parce qu'ils achètent une pièce 4 fois plus chère. C'est tout ça, ça fait partie de la violence. Mais maintenant, nous allons passer au deuxième point qui concerne la Coupe du monde de football au Qatar. Elle a commencé. Non, on continue, c'est bien. Voilà, merci à la technique de nous laisser respirer. Et donc, la Coupe du monde commence aujourd'hui et elle va se terminer le 18 décembre, elle a lieu au Qatar. Alors, il y a une grande polémique qui naît, qui dit qu'il faut boycotter le Qatar, vu les conditions qui existent dans ce pays. Alors, assez curieusement, l'essentiel des gens qui appelaient au boycott d'autres Coupes du monde, je parle dans les médias, des élus, des chefs d'État, ils deviennent amnésiques et ils disent il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Le football, vous aimez ça. Ce n'est pas le football pour attaquer le Qatar. Et on trouve des gens qui aiment le football, qui facilement tombent dans cette affaire-là pour dire mais non, quittez le football, ce n'est pas ça qui doit être. Quand il a fallu faire des propagandes pour boycotter les Jeux olympiques à Pékin, des Jeux olympiques à Moscou, quand il a s'agi de
d'isoler des pays, refuser des équipes de certains pays parce que leur gouvernement ne plaisait pas à l'Occident, tous les médias disaient il faut avoir de l'éthique, la morale, hein, quand même, il faut aider les peuples qui souffrent en montrant à leur gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec eux. Hein? Alors, donc, on a deux poids, deux mesures et deux langages contradictoires. Les gens qui disent il ne faut pas boycotter le Qatar, souvent c'est parce qu'ils ont vraiment envie de voir le football. Je les invite vraiment à réfléchir, à écouter les arguments pour déterminer leur position. Ne pas mélanger sport et politique. Pendant la campagne qu'ils font contre la Russie et contre le président Vladimir Poutine, il y a eu des événements sportifs, les Jeux olympiques et notamment les Jeux olympiques pour handicapés qui ont eu lieu. Ces mêmes gouvernements-là ont interdit aux athlètes russes de participer parce qu'il y a une bagarre dans leur pays, y compris des handicapés. Nous n'avons pas fait rien, ils sont sportifs. Il doit aller dans une compétition parce que chef d'État, il y en a dit. Et puis, vous me dites qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Deux poids, deux mesures. Alors, pourquoi, pour le Qatar, il faut accepter d'aller jouer, alors que dans les autres cas, il faut boycotter, il faut condamner, il faut dénoncer. C'est de la politique. Quand on a besoin de détruire un pays, on va diaboliser ses dirigeants. On va appeler au boycott pour l'affaiblir économiquement. On va prendre le sport comme prétexte, l'éthique, la morale comme prétexte pour attaquer le pays. Ça n'a rien à voir avec la défense des droits de l'homme. Mais quand il s'agit de pays avec qui on a des relations économiques, de qui on tire des profits, on va dire, mais non, on ne dépasse pas ça. Le Qatar, c'est quoi? Le Qatar, c'est un pays, un tout petit pays, qui a 200 000 habitants, c'est-à-dire un petit peu plus que la moitié des habitants de Martinique. C'est ça le Qatar. Mais c'est un pays qui est immensément riche. Pourquoi il est immensément riche? C'est parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Et ces richesses naturelles-là n'appartiennent pas au peuple qatari. Ils sont entre les mains de quelques familles de millions. Ça veut dire que la communauté internationale a accepté de reconnaître un pays où règne une dictature féroce entre les mains de quelques familles. On les a reconnus, on les a adoptés. On refuse le résultat des élections de mais il y a donc. Pourquoi? Parce que ces richesses, cette exploitation du pétrole-là, sert aux pays impérialistes. Donc, on va laisser ces bonhommes-là manger leurs milliards, couper des têtes au sabre le vendredi sur la place publique, prendre des gens, mettre les femmes en esclavage, mettre les travailleurs immigrés en sous-esclavage criminel, parce qu'on a besoin du pétrole. Jamais on ne prendra de disposition pour empêcher une coupe de football de se faire ça. En même temps qu'on fait la COP 27 dont nous avons parlé dimanche dernier sur l'environnement. Parce que c'est un scandale écologique. On a pris des milliards pour créer des stades. On a pris des milliards pour climatiser, pour faire des choses qui augmentent le dérèglement climatique. Donc, ce n'est pas un problème, il faut faire, c'est nos amis le Qatar. On a parlé des travailleurs, des milliers de travailleurs pakistanais, bengalis, etc., qui viennent. Quand ils arrivent, leur passeport est saisi par l'employeur
Et la loi prévoit que l'employeur, c'est leur parrain. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire, sauf même sortir acheter des choses dans une boutique à côté sans l'autorisation de leur parrain. Mais les parrains ne paient pas. Les parrains abusent des femmes. Les parrains battent physiquement les employés. Et les conditions de travail sont tellement abominables que des milliers sont morts sur les chantiers. Milliers sont morts sur les chantiers. C'est pas aujourd'hui, hein? Ça fait des années. Personne ne s'en soucie. Et on justifie cela parce que, mais oui, mais ils ont fait des petits progrès. Parce que finalement, on va supprimer le parrainage par les chefs d'entreprise. C'est démentiel de croire que éthiquement, on pouvait accepter que la Coupe du Monde soit faite au Qatar. Je vais revenir sur la question de l'acceptation par les fans de football, mais je vais parler d'une deuxième question. C'est une affaire de gros sous pour le pétrole, mais c'est une affaire de gros sous pour le consumérisme. Chers fanatiques du football, chers supporters de PSG qui appartiennent au Qatar, deux chiffres que vous devriez marquer sur un petit tableau de votre salon. Le premier, c'est le rapport financier pour les organisateurs de la Coupe du Qatar. Les retombées économiques de la Coupe du Monde là s'élèvent à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour la Coupe là. C'est ça qui gagne. Ce n'est pas où on supporter qui gagne ça. Il y aura quelques sportifs professionnels qui ont déjà des salaires astronomiques, qui vont avoir des primes, etc. Mais ces 6 milliards-là, ça ira dans les poches des émirs, de la FIFA, des vendeurs de colifichets, etc. 6 milliards. Et l'autre chiffre qu'il faut marquer, c'est qu'au niveau mondial, le sport est considéré comme le poids lourd de l'économie. L'argent qui circule dans le monde du sport concerne 2% du PIB mondial, du produit intérieur brut mondial. C'est-à-dire 1200 milliards de dollars. Et qui ni crise, qui pas ni crise, qui ni Covid, qui pas ni Covid, la croissance de ces revenus-là continue. Ok, donc, 1200 milliards dans les poches des organisateurs, 6 milliards pour la Coupe du Monde. Qui c'est qui paie? Ce sont les consommateurs, ce sont les supporters, ce sont les enfants des supporters. Dans les médias, on voit les tricots sont arrivés, les t-shirts sont arrivés. Ah, j'ai tenu à emmener mon fils pour acheter son t-shirt, etc. Donc, il y a toute une économie de t-shirts, de drapeaux, de ceci, de cela, de petits machins, de lumière qu'on secoue, etc. Et qui fait que les gens, la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques deviennent un motif de prendre de l'argent sur les gens et de pousser à la société de consommation. On arrive à la période de Noël. C'est pareil, hein? Un temps Noël, c'est Noël familial qui soudait les familles. Ça servait la société. Mais maintenant, quand des milliers de gens vont payer pour un chantier de Noël, et que un millier de gens qui acheté un chapeau Papa Noël, et 1000 chapeaux Papa Noël au Kaila, et il a regardé. Nous avons crié oui, oui, oui. Mais c'est un système qui est organisé pour nous jeter dans la consommation et pour purger, pour nous faire oublier que la vie est chère. Nous-mêmes qui crié,
sous le coup de la vie. Mais nous sommes manipulés pour croire qu'en allant dépenser plus pour des choses superficielles, ça adoucit notre malheur. C'est vrai quand même, nous pouvons faire un petit sacrifice. En fait, nous sommes prisonniers d'une idéologie, d'une manipulation qui nous donne du chloroforme, qui nous donne de la drogue sportive et festive, pour nous pousser à continuer à dépenser et oublier qu'il nous faut nous révolter contre les raisons de la vie chère. C'est ça qui est la domestication des esprits. Alors, il ne s'agit pas, quand nous disons cela, de criminaliser ceux qui sont fans de football ou ceux qui vont dans les chantiers de well-being, etc. Il s'agit d'attirer notre attention sur ce qui est notre intérêt. Je fais un parallèle. Imaginez que vous connaissiez un chemin qui aboutit à un dangereux précipice. Et vous voyez quelqu'un qui court dans cette direction. Si vous êtes un être humain, vous devez dire à la personne, attention, il y a un précipice. Si la personne y va parce qu'on lui a dit, c'est bien, c'est là que tu auras le paradis, elle peut choisir de dire, ah bon, c'est vrai, de regarder ce précipice et puis de prendre le meilleur chemin. Si c'est une personne qui est tellement obnubilée qu'elle vous dit, ah, pas bien, elle vous dit, mais elle continue, bon, c'est pas fort tout, mais vous n'avez pas fait. Il y a aussi le cas d'une personne qui veut aller consciemment, sachant qu'il y a un précipice, elle veut se suicider. Vous avez le devoir de dire, mais non, d'essayer d'avoir une empathie pour décourager la personne. Si la personne vous pousse, puis ça, c'est pas votre faute, mais votre devoir en tant qu'être humain, c'est de porter l'élément de connaissance. C'est ça que nous essayons de faire humblement pour dire, si nous avons compris ces enjeux-là, il ne s'agit pas de ne pas aimer le sport. Il s'agit de choisir quel sport nous aimons. Il s'agit de choisir, est-ce que nous avons une petite bataille, ou bien si nous allons nous battre dans notre commune, dans notre pays, pour que toute notre jeunesse ait droit à des équipements sportifs dans leur quartier, à des aides financières pour qu'ils soient accompagnés dans leur formation, comme à Cuba, où tout le monde pratique du sport, sur le compte de l'État, l'État étant relais des richesses du pays. Est-ce que nous choisissons de faire cela? Ça ne nous empêche pas d'aimer voir du beau football s'il y a des sportifs de haut niveau qui font des belles passes, des bons arrêts, ou un football la fort, etc. Mais ça ne nous appelle pas à nous identifier. Parce que cette histoire de club sportif qui va gagner la Coupe du Monde, ce n'est pas le sport qui a gagné. Ce n'est pas le PSG qui a gagné. C'est l'argent qui a gagné. Parce que n'importe quel pays, y compris le Qatar, qui a des milliards d'argent volés sur le dos du peuple, peut acheter les meilleurs joueurs de tout le monde et puis les réunir pour jouer. Alors, il n'y a qu'à gagner. Ce n'est pas parce que pays il faut. C'est parce que l'argent leur permet de voler les compétences du monde entier pour mettre à leur service de pompage d'argent. Voilà. Donc, c'est la deuxième remarque. Cette fois-là, on va faire une petite respiration musicale avant de passer à la déconstruction. Voilà, alors, nous allons maintenant, en matière de déconstruction, réfléchir sur la question des sanctions internationales, les boycotts qui sont décidés par ce qu'on appelle mensongèrement la communauté internationale. La communauté internationale devrait être l'ensemble des près de 200 pays qui sont représentés à l'ONU sur la base d'égalité. Donc, parce qu'on a un petit larcène, on peut baisser. Voilà. Donc, sur la base de l'égalité de traitement et l'équité de la parole, du temps de parole et des compétences de chacun des pays. Ce serait la communauté internationale idéale, mais ça n'existe pas. Parce que dans la réalité, nous avons des institutions internationales qui sont
dirigés par des impérialistes occidentaux. Dans ceux qui décident, il y en a qui sont arrivés à s'intégrer aux décideurs, parce que ce sont des pays puissants qui ont fait des révolutions, qui ont des matières premières. Je parle de la Chine et de la Russie en particulier. Mais ceux qui ont la main, définitivement, ce sont les grandes puissances impérialistes occidentales. Et vous avez le Conseil de sécurité et, dans lequel les décisions sont prises, et vous avez un droit de veto de 5 pays. Tout bénéficie la Russie et la Chine depuis qu'ils sont entrés, parce que les pays impérialistes avaient mis ce droit de veto pour se protéger. Pour comprendre ceux qui ne le savent pas, le droit de veto, c'est que même si l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité voit qu'une cause est juste et prend une décision, ces 5 pays-là peuvent dire je mets mon droit de veto. Donc ça ne va nulle part. C'est l'illégalité consacrée. Donc, ceux qui décident vraiment et qui s'autoproclament communauté internationale, ce sont les puissances impérialistes occidentales. Et quand on vous dit, récemment on l'a dit sous la guerre en Ukraine, que 50 pays seulement sur 200 n'ont pas voté la condamnation de la Russie. Donc nous avons la majorité pour nous, c'est juste, c'est bon, on peut faire ça. C'est de la macaquerie parce que ceux qui votent avec les puissances occidentales, ce sont ceux qui subissent des chantages. Ça veut dire que ce sont des gens qui reçoivent de l'aide internationale, des armes, qui ont des complicités au niveau des multinationales. Et s'ils n'obéissent pas au vote des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, ils vont casser les yeux. Donc, ce n'est pas une véritable démocratie. La preuve, c'est que depuis des dizaines d'années, l'écrasante majorité des pays de l'ONU en Assemblée générale votent contre l'embargo des États-Unis à Cuba. Il y en a 4 qui ne votent pas. Israël externe. Et puis des micro-États. Jamais on a interdit aux États-Unis l'embargo. On n'a jamais imposé de sanctions aux États-Unis parce qu'ils imposent un embargo illégal à Cuba. Donc, cette soi-disant communauté internationale s'est arrogé le droit de prendre des sanctions et d'installer des boycotts contre les États qui leur sont opposés, qu'ils veulent détruire. Ça n'a rien à voir avec les questions de démocratie. C'est quand ils veulent dynamiter les adversaires qu'ils décident de façon injuste d'imposer des sanctions. Regardez qui c'est qui est visé en général par les sanctions et les boycotts. Et l'embargo dans le cas de Cuba. Le Venezuela, où il y a eu des élections valables, reconnues par des observateurs indépendants, se voit son eau volée, etc. L'Iran, parce que c'est un hostile aux Occidentaux, on vous dit que c'est une république islamique. L'Arabie saoudite est aussi criminelle que l'Iran, parce qu'on ne nie pas le caractère antidémocratique de l'Iran. Mais l'Arabie saoudite est autant dictature que l'Iran. Ils ont coupé peut-être dans les places publiques. Ils ont brûlé un journaliste. Un jour, Biden a dit, il faut le rendre paria. Mais ils ont viré derrière. Bon. Et puis cette semaine-là, Biden dit, oui, mais l'immunité peut s'accorder à Ben Salam, puisque c'est un chef d'État. Ils n'ont pas tenu l'immunité pour aller prendre par la beaucoup, juger et puis après libérer. Donc, l'Iran, la Russie, parce que c'est l'adversaire en Europe, la Chine, parce qu'il faut bloquer la Chine. Imaginez que le monde de l'ultralibéralisme interdit en Angleterre à la Chine de prendre des parts dans une société. Or, il y a toutes les actions en Chine, en Inde, tout partout. Donc, c'est une loi de la junte, c'est une des considérations mafieuses d'un clan de pays impérialistes occidentaux qui veut conserver
son hégémonie sur l'ensemble du monde. Je pense à Mugabe, au Zimbabwe. Le Zimbabwe, comme dans tous les autres cas, il y a qu'à diaboliser. Mugabe dictateur, et puis il y a qu'à prendre sanction. Pourquoi? Parce que ce Mugabe qui a mené la lutte de libération nationale contre le racisme rhodésien, qui a négocié pour que les puissances occidentales aident les anciens racistes, qui a mis dans sa loi des dispositions pour protéger les droits de la minorité blanche. Après 25 ans, pose le problème de la non-application des accords qui devaient répartir les terres et que les vétérans de guerre réoccupent des fermes. À partir d'un moment là, Mugabe, c'est un diable pour couper tête. Et puis, en Martinique, on va Mugabe, les méchants Mugabe, etc. Et puis, il y a mettre embargo, il y a saisi bien, etc. Il faut bien comprendre que la question des, comment dirais-je, des sanctions et des boycotts, c'est une arme entre les mains des impérialistes pour empêcher à tous les peuples de résister. Et on prend mais on prend des sanctions contre l'Iran parce qu'elle veut se doter de l'arme nucléaire. L'Iran dit, j'accepte votre contrôle, vous venez dans mes usines pour voir que ce n'est pas des armes nucléaires que je prépare, c'est des centrales pour pouvoir avoir de l'énergie. Et vous en avez chez vous, vous en avez partout, vous construisez partout. Non, 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 vous êtes de mauvaise foi. Elle ouvre sa porte, en échange, on lève l'embargo. Trump arrive et dit, non, 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 je remets des sanctions. L'Iran reprend ses recherches nucléaires. Et cette fois-là, avec l'intention d'avoir une bombe, puisque c'est tuer notre être humain. Donc, on prend des sanctions. Israël a 200 ogives nucléaires chez lui, et c'est un État voyou. Qui sanctionne l'autre? L'Inde et le Pakistan ont des armes nucléaires. Ce n'est pas des démocraties. Qui sanctionne l'autre? Etc., etc. Donc, il ne faut pas qu'on soit pris dans ces questions-là. Et il faut surtout penser aux conséquences des embargos sur les populations. Parce que les conséquences ne frappent jamais les dirigeants, les classes riches. On a saisi deux yachts d'oligarques russes. Ils seront obligés de le rendre. Là, c'est pendant qu'on est en guerre, il faut ça. Et ils seront obligés de payer l'entretien de ces. Légalement, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ces gens-là, les oligarques russes, ils se foutent de perdre, ils se moquent de perdre un yacht, hein, de leur argent, et dans les paradis fiscaux, à côté de ceux des Occidentaux d'ailleurs. Donc, les sanctions ne touchent que les peuples. Quand on empêche au gouvernement cubain d'importer des médicaments, c'est le peuple qui est victime de ça. C'est un crime. Quand en Irak, on prend l'argent de l'État irakien, et puis on dit c'est un pétrole contre nourriture, et puis que la nourriture est détournée par les chefs de guerre, c'est un crime. Vous avez vu l'Irak aujourd'hui? Vous avez vu le Liban, la Libye aujourd'hui? Donc, ces sanctions-là servent à dire Maduro ne donne pas à sa population à manger, mais c'est vous qui empêchez, ou volez l'œil, ou qui empêchez d'importer de nourriture, et pourquoi dit Maduro ne donne pas? Et ces criminels, ils sont libres. Et puis, tous les criminels qui sont dans ces là, qui tuent des milliers de gens, ben, ils sont à l'atelier, ils donnent des leçons, il faut faire ci, il faut faire ci, etc. Quand on dit qu'il faut faire la révolution, c'est ce que ça veut dire. Il faut balayer ça. C'est pas, là, on dit ça, c'est pas descendre dans la rue. Non, c'est s'organiser pour changer ce système-là. C'est ce qu'on appelle une véritable révolution. Parce que les sanctions, c'est un prétexte. Pendant qu'on prend des sanctions contre la Russie, on prend des milliards des peuples européens pour envoyer des armes à l'Ukraine. Pour donner à l'Ukraine de l'argent pour faire son électricité publique. Mon pas d'électricité dans le pâté côté en France. Et puis, il y a qu'à dire
les dictateurs de l'informatique, avec leurs compteurs, vont bloquer le chauffage des Français pendant l'hiver qui vient à une certaine température, 14 degrés, on va dire comme ça. 19 degrés. 19 degrés. Donc, et 15 dans les écoles. 15 dans les écoles, merci Yvon. 15 dans les écoles. Donc, on prend des prétextes, on va défendre les droits, mais on écrase les droits des peuples qui sont sous embargo ou sous boycott, dont les gouvernements se sont soumis aux sanctions, et on écrase son propre peuple dans le même temps, avec les conséquences de ces embargos imbéciles, puisque depuis cette histoire d'Ukraine, les prix haussent, et puis on dit c'est l'Ukraine, c'est autres. C'est autres qui mettent embargo à qui fait que vous n'avez pas de quoi manger, qui fait que le prix a haussé. Mais ils s'en moquent parce que leur but, ce n'est pas de défendre l'Ukraine ou de résoudre les problèmes du peuple. Leur seul but, c'est d'écraser un rival impérialiste. Nous pas pour rien. Mais c'est une guerre entre rivaux impérialistes. Donc il faut écraser celui-là, donc on écrase le peuple russe, les peuples européens au pouvoir et gagner cette guerre-là. Alors, le dernier thème que je veux dire sur cela, c'est que si les boycotts et les sanctions sont des armes pour l'ennemi, elles doivent l'être pour nous aussi. Et elles ont déjà fait leur preuve, ces armes-là. Les boycotts qui ont été faits contre l'Afrique du Sud de l'apartheid et qui étaient entravés par les Occidentaux, les puissances occidentales, ont contribué à isoler l'Afrique du Sud et à permettre que les luttes populaires, qui sont déterminantes bien sûr, arrivent à renverser le régime raciste. Le boycott qui est demandé d'Israël scélérat, c'est un soutien pour le peuple palestinien opprimé. Quand on nous dit de regarder dans les supermarchés origine Israël et puis de ne pas prendre un produit, de prendre un autre, ça veut dire qu'on prive l'armée israélienne d'argent pour les bombes qui vont bombarder les enfants à Gaza. Le boycott est peut-être une arme pour nous. Quand une agence de téléphonie dépasse les bornes, si nous sommes assez capables de faire un sacrifice, de les boycotter pendant une période, il faut arrêter tranquille. Hein. Quand un patron licencie abusivement des gens pour délocaliser, pour etc., si on décide de boycotter ces magasins, il va hésiter. Nous devons nous emparer de cette arme-là qui constitue attribuer des sanctions à l'ennemi et boycotter leurs intérêts économiques. Ceux qui nous ont empoisonnés. Ceux qui nous ont empoisonnés, et vous pouvez en bouche-point. Quand les jeunes sont allés devant les centres commerciaux, ah, vous me mettez d'aller remplir mon chariot, etc., ce n'est pas de la liberté. Hein. De porter de l'argent pour un empoisonneur qui n'est pas poursuivi. C'est de l'aliénation qui ne nous fait pas voir que nous devons vivre autrement et contrôler nos modes de consommation. Je rappelle chaque fois que l'aliénation, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un mépris, c'est le fait qu'on pense avec les idées que l'autre a mises dans notre tête. Donc, quand on va boycotter, c'est un acte militant que ces jeunes-là, au lieu d'aller fumer du crack ou bien d'aller faire du vagabondagerie dans des boîtes de nuit, viennent dire, punir ces boucs-là, nous pour supporter, et nous pouvons rentrer dans le boycott-là. D'ailleurs, il nous disait, ni magasin matiniché, ni petite boutique qui ouvert, allez, en petit jour, nous pas boycotter, c'est comment aller. Mais c'est ça. Nous devons comprendre que l'ensemble de notre peuple, pour résoudre ces problèmes de vie chère, de scélératesse, de violence, doit faire corps et s'engager dans des causes communes, à travers des boycotts, à travers des manifestations aussi, mais surtout à travers l'organisation d'alternatives. Donc, je vous remercie de votre attention et on prend rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle séquence Tchébérène.
Dans un désert,